Pour intervenir, le hashtag Question Paul ou l'application France Inter. France Inter. Question politique. Ali Badou. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Et bienvenue pour vous interroger l'équipe de Questions Politiques. Jeff Wittenberg de France Télévisions. Bonjour Jeff. Bonjour Ali, bonjour Ravi à tous. de vous retrouver dans l'émission. Également. Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise. Bonjour Ali, bonjour à tous. Tout va bien. Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine. Salut tout le monde. Tout va bien Karine? Pas mal. Karine Bécard qui a préparé votre Adrien Quatennens et nous le découvrirons dans un instant. La fête de l'UMA bat son plein, je le disais. Vous irez vous y rendre juste après notre émission. C'est la grande fête de la gauche et vous allez participer à un débat dont l'intitulé est celui-ci: comment refaire la révolution? Comment refaire la révolution? Ça vous fait sourire? Expliquez-nous comment vous avez compris la question. Bon, on en parlera cet après-midi, mais pour moi, l'idée, c'est... D'abord, je remercie les communistes de leur invitation, parce que cette fête de l'humanité, pour moi, elle représente quelque chose, y compris pour le jeune militant que j'étais lorsque j'ai fait mes premiers pas dans l'engagement politique. Donc, je suis content de m'y rendre. Ça représente quelque chose, quoi donc? Ça représente tout l'héritage de ce camp et de cette famille politique dans la longue histoire, en réalité. Donc c'est extrêmement important. Et puis bon, il s'agit pas de faire un musée, donc il s'agit de discuter de la suite. Donc la question qui est posée, c'est comment refaire la révolution. Bon, moi j'ai une thèse, mais qui est déjà partagée, je pense, par beaucoup d'intellectuels qui réfléchissent, c'est que la Révolution française est pas complètement terminée, en quelque sorte. On va y venir justement, c'est intéressant, parce que la révolution que vous citez spontanément, c'est la Révolution française, celle de 1789. C'est l'acte fondateur de la République, en quelque sorte. Bien sûr. Qui n'est pas un régime neutre, faut le rappeler. Mais parce que c'est la fête de l'UMA, on pense aussi à la Révolution bolchevique, à cette tradition, c'est aussi cette histoire, l'histoire de ce camp politique. Pour vous, qu'est-ce qu'elle représente, la révolution russe, pour un jeune homme qui n'a pas 30 ans et qui est engagé en politique depuis très très jeune, et on va le voir dans un instant avec Karine? Bon, elle représente dans l'histoire aussi ce qui a fait notre courant, avec toujours des choses à prendre et à laisser sans doute. Mais elle représente aussi la grande histoire des révolutions à travers le monde. Je crois que les paramètres aujourd'hui sont plus exactement les mêmes, mais il faut pouvoir s'appuyer aussi sur cette histoire, la comprendre. Moi, mon souci, c'est pas de faire en sorte que des pratiques... Vous en avez une vision un peu romantique, par exemple ? Il y a quelque chose de l'ordre de l'idéal qui, malgré disons tout, que ça aide à fonctionner d'avoir une vision romantique des choses. Mais après, l'objectif, encore une fois, je le dis, c'est pas de glorifier tel ou tel chapitre de l'histoire pour nous. Nous sommes des responsables politiques. L'objectif, c'est de trouver le point de passage ici et maintenant. Moi, ce que je souhaite qu'on puisse faire, avec ce bagage historique que nous avons derrière nous, c'est non pas de faire en sorte de reproduire des pratiques qui ont préexisté, mais de trouver le point de passage ici et maintenant. On va y venir ici et maintenant, et on va parler de l'avenir. Mais malgré tout, est-ce que, pour vous, le marxisme-léninisme doit être rangé au musée des concepts? Ou est-ce qu'il y a encore des choses dans cette tradition politique qui sont d'actualité, et lesquelles? Mais il y a évidemment des analyses économiques, des analyses stratégiques qui sont encore d'actualité. Mais il peut pas s'agir de calquer quelques modèles que ce soit. Aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs, il s'agit pas tant de s'adresser à un camp politique, raison pour laquelle on en débattra cet après-midi. Moi, je vous l'ai dit, un militant qui vient de la gauche, qui a commencé par s'engager dans un parti qui s'appelle... Mais si vous voulez, du point de vue du référentiel habituel, celui qui a structuré la vie politique française depuis des décennies, s'il s'agit de classer le programme que je défends entre la gauche et la droite, raisonnablement, vous n'allez pas le classer ailleurs qu'à gauche. Mais la question qui se pose aujourd'hui, dans un contexte où il y a quand même un divorce conséquent entre les représentés et leurs représentants, et où, y compris certains qui avaient des certitudes de vote absolument chevillées au cœur, remettent en cause leur certitude de vote. Il faut donc s'adresser à tout le monde. Et moi, ce qui je crois compte dans la période, c'est pas le temps les étiquetages, c'est finalement les contenus. Je vois des gens qui n'ont jamais voté à gauche de leur vie, pour qui notre discours est tout à fait adapté à la situation et qui remettent eux-mêmes en cause leur certitude de vote. Mais quand on parle de révolution, finalement, la question qui se pose, c'est est-ce que le peuple a toujours raison? Est-ce qu'il a forcément raison, le peuple? Alors moi, je pense que c'est pas la bonne question que vous posez. La question, c'est pas de savoir s'il a toujours raison, c'est oui ou non est-il toujours souverain. Et moi, je suis un républicain, et donc un républicain conséquent. Et quand donc le même peuple, s'il nous emmène sur le mauvais chemin. Mais quand le peuple tranche, on doit respecter sa décision. Prenez un exemple concret. Emmanuel Macron a été élu il y a 2 ans et demi. Eh bien, je respecte cela. Par contre, ça m'empêche pas de continuer à ne pas être d'accord et à défendre autre chose. Mais vous ne faites pas de procès en illégitimité comme certains de votre camp l'ont fait au moment de son élection. Je crois que vous aurez mal compris. Personne dans mon camp, comme vous dites, n'a fait un procès. Non, Ali Badou, sincèrement. Il ne s'agit pas de dire qu'Emmanuel Macron est illégitime. Vous retrouverez aucune déclaration qui consiste à dire... souvent dit qu'il était mal élu. Alors, ce que nous disons, pour être précis, c'est que, et je le crois, il n'y a pas de consentement majoritaire dans le pays
pour ce que fait Emmanuel Macron, compte tenu des modes de scrutin. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, je le crois, pour pouvoir continuer à dérouler son programme, Emmanuel Macron n'a pas d'autre choix que de déployer cette forme de brutalité que l'on voit dans le pays. Je le dis, et moi vous qui allez m'inquiète sur l'érosion de la République dans ce contexte, mais pour une raison simple. Là, on voit le mouvement des Gilets jaunes repartir. Moi, je vous le dis, dès l'instant où il n'y a pas une majorité qui consent à la règle commune, ça ne peut être autrement. J'ai donc une seule certitude, c'est que d'ici à 2022, cette situation de délitement de l'État républicain va se poursuivre. Et quand nous appelons à des méthodes qui viseraient à redéfinir pacifiquement, calmement, la règle du jeu collective, par exemple par l'Assemblée constituante, c'est, je crois, un point de sortie raisonnable dans la période. Et je termine juste pour dire quelque chose, c'est que moi, je vois une chose, et la séquence des Gilets jaunes nous l'a montré. D'ailleurs, s'il fallait refaire, s'il fallait les soutenir à nouveau, je le referais. Même si certains ont théorisé après coup le fait que, finalement, ça nous aurait pas servi électoralement. C'est qu'ils n'ont pas compris le fait que quand nous avons soutenu... Non, mais je termine. Mais quand on soutient ce mouvement, c'est parce qu'on n'arrête pas de raconter depuis des années que la clé, c'est l'implication du peuple en politique. Alors, malgré les contradictions de ce mouvement, malgré ses imperfections, quand le peuple s'empare de la chose politique, on le soutient. Dernière chose, c'est que je crois que pour les responsables politiques que nous sommes, la démonstration qui est faite par la séquence, c'est que le peuple français, qui est un peuple d'essence révolutionnaire, n'a pas besoin de responsables politiques comme nous pour contester le pouvoir en place. Donc notre rôle, c'est bien sûr d'accompagner et d'aider cette contestation, mais c'est d'abord et avant tout d'incarner un débouché politique. Et s'il fallait nous définir dans un camp, plutôt que de systématiquement nous ranger dans les cases habituelles, moi je forme le vœu qu'on entende que nos propositions, et on peut en discuter, sont d'intérêt général. Créons de nouvelles cases. Encore une question de Françoise Fressoz et ensuite on passera au portrait. Il y a un livre très intéressant qui est sorti, un ouvrage collectif qui s'appelle Les origines du populisme et qui montre au fond que les tendances des 30 dernières années... Aux éditions du Seuil avec notamment l'économiste Daniel Cohen. L'effondrement du Parti communiste qui représentait un vote de classe au profit du Front National qui agglomère un vote de personnalité, un vote plus individualiste, mais de personnes en souffrance et qui sont aussi dans les milieux populaires. Et vous, on sent que votre envie, c'est de les récupérer et qu'on ne sait pas comment vous pouvez faire. Donc, quelle est votre stratégie? Parce qu'on a l'impression que plus il y a une souffrance sociale et plus c'est le Rassemblement national qui en profite. Bon, moi d'abord, j'aime pas trop le terme de récupérer parce qu'encore une fois, tout ça donne l'impression qu'on gère des clientèles et franchement, c'est absolument délétère. Sur le terme de populisme, Françoise Fressoz, souvent, moi je regrette que désormais cet étiquetage, une de plus finalement, une étiquette supplémentaire, serve à discréditer la parole des représentants politiques que nous sommes. En réalité, le populisme... Parce que souvent, Ali Badou, regardez, faites ce test, quand vous reprenez des commentaires médiatiques qui usent et parfois abusent du terme populisme, je crois que dans à peu près toutes les phrases des journalistes qui utilisent ce terme contre nous, vous pouvez utiliser le terme, le remplacer par le mot démagogie en réalité. C'est-à-dire que c'est une étiquette qui vise à discréditer. Non, si on regarde ce qu'est le populisme, moi ça m'intéresse pas de savoir quelle étiquette je dois me mettre à moi, hein, c'est à vous de le dire. C'est à notre boulot de vous en mettre. C'est votre boulot à vous. Mais en réalité, s'il s'agit de dire que faire en sorte que des élus soient des gens du commun, moi je suis fier de participer à un groupe qui siège à l'Assemblée nationale dans lequel il y a une ancienne aide-soignante, une ancienne conservatrice des bibliothèques. S'il s'agit de dire que faire en sorte que le peuple lui-même aussi, mais pas que. S'il s'agit de dire que il faut pouvoir coller aux aspirations du peuple, qui est seul souverain en République. Mais c'était pas ma question. Ma question, c'est qu'au fond, il y a eu... Non, mais là, c'était, excusez-moi, là, c'était sur la définition du populisme en tant que tel. Là, ce que je vous dis, il y a eu un transfert de vote du Parti communiste qui représentait un vote de classe organisé au profit d'un vote de personnalité individuelles qui votent le Rassemblement national parce qu'elles ne se sentent pas représentées ou pas à l'aise dans la société. Même si je vous accorde, Françoise Fressoz, que par exemple l'électorat du Front National dans le Nord n'est pas exactement le même sociologiquement que l'électorat du Front National dans le sud du pays, je pense qu'il ne faut pas faire une généralité en disant que finalement l'électorat de gauche... Mais en revanche, j'entends une chose, c'est que, et ça file finalement le raisonnement qui est le mien, aujourd'hui pour moi il s'agit d'avoir des mots d'ordre qui sont d'intérêt général, qui sont quelque part, en quelque sorte, transversales. La stratégie qui serait la nôtre, en réalité, ce qu'il faut mettre à l'ordre du jour de l'agenda politique, c'est pas le rassemblement d'un camp politique, qui est déjà constitué. C'est la fédération du peuple, c'est ce que nous avons dit. Donc il faut en fait faire le point de jonction entre les quartiers populaires précarisés, cette France rurale en voie de paupérisation, mais aussi les classes moyennes de centre-ville qui font typiquement partie de celles et ceux qui remettent leur certitude de vote en question. Sur le Front National... Là, vous avez été élu, par exemple, alors, bon, c'est plus complexe que ça. Mais ça reste malgré tout un centre-ville. Mais en tout cas, sur la question de l'abstention, de la résignation, parce qu'en fait, la colère, elle est captée par deux chemins. Soit la résignation, le fait de dire...
faites sans nous, débrouillez-vous, on n'en veut plus. Ou alors, effectivement, c'est vrai, il faut bien le voir, le Rassemblement national capte une part de la colère. Alors moi, je vous dis une chose, on voit bien que face au Rassemblement national, il y a une urgence à faire reculer l'extrême droite dans le pays. Comment on s'y prend ? Ça fait des années... Vous allez nous le dire. Ça fait des années qu'on tente la diabolisation, de crier au fascisme. Est-ce que c'est efficace ? La vérité, c'est que depuis, le Rassemblement national, il n'arrête pas de continuer à augmenter. Alors moi, je dis une chose raisonnablement. Je ne connais pas d'autre méthode pour faire reculer le Rassemblement national que de convaincre certains de ses électeurs de faire un autre choix. Alors il y a sans doute ceux qui sont très convaincus par le projet ethniciste absolument détestable, de mon point de vue, de Marine Le Pen, mais je sais comme vous que parmi les gens qui votent pour le Rassemblement national, on l'a vu encore aux européennes, il y a plein de gens qui s'emparent de ce bulletin de vote en se disant « Eh ben de toute façon, ça leur mettra à tous un bon coup de pied aux fesses ». Et moi je veux faire cette démonstration que en se saisissant d'un bulletin de vote pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, beaucoup en fait se mettent un coup de pied dans leur propre derrière. Pourquoi ? Parce que parmi les électeurs du Rassemblement national, il y en a plein qui ignorent, par exemple, qu'alors qu'ils souhaitent que le SMIC soit augmenté, qu'on répartisse mieux la richesse dans ce pays, Madame Le Pen propose de faire l'inverse. Elle est contre la hausse du SMIC, elle passe son temps à vous le raconter sur les plateaux de télé. Donc c'est un travail de fourmi, mais moi j'observe déjà ses fruits de manière peut-être encore embryonnaire, mais par exemple, pour vous conter cette anecdote, il y a de cela quelques semaines à Lille, j'étais dans une fête populaire, la fête de la soupe à Oisem, et il y a une famille du Calaisis qui est venue me voir et qui m'a dit « Monsieur Caténins, on doit vous dire une chose, nous, on a eu à connaître la situation particulière de Calais avec les camps et la jungle sur place, et depuis des années, on vote pour le Front National. Et on vous a écouté, et vous nous avez convaincus de changer de vote. » Et je leur ai dit, mais quel argument vous a convaincu ? Et figurez-vous qu'ils m'ont dit, c'est précisément votre explication sur l'immigration. Vous avez dit quelque chose qui nous a semblé juste. C'est que ça sert à rien de s'évertuer à être en colère sur le fait que des pauvres gens arrivent chez nous, alors que nous avons des responsabilités dans les politiques qu'on déploie sur le fait qu'ils soient poussés à le faire. Adrien je conclue, Caténins, Ali Badou, mais regardez, je conclue. Juste par exemple. La Maison Folie à Oisem ne représente pas la France, malgré tout, même si c'est un endroit formidable et assez extraordinaire. Non, mais cette chose-là, c'est pas uniquement à Lille qu'on l'entend, si vous voulez. Et bien évidemment que c'est encore embryonnaire. Mais je ne connais pas d'autre méthode. Si quelqu'un a une baguette magique pour nous expliquer comment on évite que le cauchemar Le Pen arrive en France, à vous de la trouver tout seul. Eh ben non, c'est pas une baguette magique, justement. C'est un travail acharné, un travail conséquent, et il faut le faire. Avant votre portrait, et toujours pour repartir de cet intitulé « Comment refaire la révolution », qui sont les grandes figures révolutionnaires dans votre panthéon personnel, Adrien Caténins ? Oh, mais il y en a plein. Écoutez, il y a bien évidemment le grand Jaurès, mais effectivement, Robespierre et la Révolution française, c'est la pierre fondatrice. Moi, je vais vous faire une confidence sur la réflexion qu'on a là actuellement, et pour le connecter à Robespierre et à la Révolution française. J'observe une chose dans le pays, c'est, je vous l'ai dit, le délitement de la République. Et pour moi, la République, son acte fondateur, on est bien d'accord, c'est la grande révolution de 1789. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de nos concitoyens, la République, c'est un espèce de totem assez abstrait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est liberté, égalité, fraternité sur les frontons des mairies, mais dans leur quotidien, ils subissent toutes sortes de choses qui leur donnent l'impression que tout ça, finalement, c'est des belles paroles. Mais je crois que le cœur du projet, c'est de rappeler que la République n'est pas un régime neutre, et que donc, il faut faire en sorte que ces belles valeurs que la France défend à travers le monde, elles doivent être maintenant conséquentes. Il faut s'appuyer là-dessus. Et est-ce que c'est encore la République que le régime d'Emmanuel Macron? On peut s'interroger. Ça, c'est une vraie question. On va y voir. Vous rajoutez Lénine dans votre panthéon avant d'aller à la fête de l'UMA. Ah, mais écoutez, collez-moi tous les personnages que vous souhaitez. Mais je les ai lus avec attention. Mais est-ce que ça représente quelqu'un qui est une inspiration, un modèle, un héros dans votre esprit? Donc d'abord, il n'y a pas de modèle. Il y a des sources d'inspiration, y compris quand on nous dit, voilà, vous avez pour modèle des pays d'Amérique latine. Non, on va pas faire. Rassurez-vous. Moi, je parle de votre panthéon personnel. On en a tous, Adrien Caténins. Mais les auteurs que vous avez cités font partie de ceux que je lis, Léon Trotsky et d'autres, et pour autant, est-ce que vous allez faire de moi un gauchiste échevelé avec le couteau entre les dents? Évidemment, bien sûr. Vous savez, parmi les bouquins que Jean-Luc Mélenchon appelle les plus jeunes d'entre nous à lire, il y a aussi une biographie de Louis XI. Bon, vous n'allez pas me soupçonner d'être monarchiste pour autant, Ali Badou, soyez sérieux. Mais je ne vous soupçonne de rien, et sachez que Louis XI, en plus, connaît un retour de fortune très étonnant. Exactement. Il a un retour de hype, Louis XI, et c'est pas une blague dans les recherches universitaires et dans le discours public, mais ce n'est pas le sujet du jour. Il est 12h20. Adrien Caténins, c'est notre invité, et son portrait est signé Karine Bécard.
Vous avez été repéré tout de suite, Adrien Quatennens, dès vos premiers pas dans l'hémicycle. Certes, vous avez un physique avec un signe distinctif, mais ce qui vous a imposé si vite, c'est ce premier discours que vous faites à la tribune de l'Assemblée. Vous êtes élu député depuis 3 semaines seulement, vous avez un tout petit peu plus de 27 ans et vous n'hésitez pas un instant à pilonner le gouvernement. C'était sur sa réforme du Code du travail. Vous y êtes allé. Franchement, c'était bien écrit, c'était bien senti. C'était assez bluffant. Maintenant, lutter, vous insurger, vous savez le faire depuis déjà quelques années. À 16 ans, vous commencez par vous rebeller contre le contrat première embauche, le fameux CPE. Dans la foulée, vous vous tournez vers l'association Attaque, à laquelle vous décidez d'adhérer, sans oublier vos nuits passées auprès de SDF pour leur distribuer à manger. Autrement dit, avant votre majorité, Adrien Quatennens, vous vous étiez politiquement trouvé. Mais au-delà de militer et de protester, vous avez surtout l'art de vous exprimer avec une présence, avec une aisance qui vous viennent possiblement du lycée UP que vos parents à Lille vous ont fait fréquenter. Vous êtes des députés de la nation, vous êtes des représentants du peuple français. Soyez à la hauteur, faites un usage immodéré de votre capacité de réflexion propre et de votre libre arbitre. N'hésitez pas même à vous insoumettre. Vous en trouverez toujours comme nous pour vous accueillir avec le plus grand plaisir et vous soutenir dans cette démarche. Vous êtes à l'aise, vous êtes moqueur, vous êtes très prometteur. Mais vous êtes aussi un bon soldat, un bon petit soldat chez les Insoumis, suffisamment en tout cas pour que Jean-Luc Mélenchon vous ait confié à vous, Adrien Quatennens, la place de numéro 2 du parti. Reste à savoir ce que vous pourriez en faire a priori, réactiver la machine ou accompagner le déclin. Pour l'instant, à dire vrai, on ne voit pas très bien. Tout dépend en réalité de votre capacité à dépasser le patron sans lui demander son autorisation. Réaction, Adrien Quatennens ? C'est un portrait qui me semble assez fidèle. Une première chose, et je crois peut-être que la première partie de notre entretien pouvait peut-être vous faire corriger la première partie de votre déroulé. J'explique. Vous dites, voilà, finalement, en quelque sorte, vous incarnez une force de contestation, une force d'opposition presque, vous l'avez pas dit, mais presque principielle. En réalité, je crois que tout ce que nous faisons, y compris depuis l'arrivée de ce groupe parlementaire à l'Assemblée, fait une autre démonstration. Moi, par exemple, je le vois bien, le premier rapport que j'ai aux élus de ma circonscription, lorsque je suis élu, ils m'entreprennent comme finalement un gauchiste inconséquent. Et de ce point de vue, c'est assez confortable pour eux, en quelque sorte. Ils se disent, c'est pas très sérieux tout ça. Puis nous sommes arrivés à l'Assemblée. Puis, modestement, j'ai commencé à faire mon travail, mais par contre avec passion et beaucoup d'investissement. Et ils se sont dit, finalement, c'est un peu plus compliqué que ça. Et pour eux, c'est moins confortable. Et moi, c'est la démonstration que je veux faire. C'est que la France insoumise, malgré, y compris sa forme d'implication qui a été beaucoup commentée, je crois que vous devez voir, par exemple, que dans notre travail parlementaire, à chaque fois qu'il s'agit de s'opposer, on propose systématiquement derrière. On n'est pas dans une opposition incantatoire. Et même moi, je vais vous dire une chose, c'est que quand je suis d'accord a priori avec un discours de la majorité, c'est pas parce que c'est la majorité qui le raconte que par principe je vais m'y opposer. Ensuite sur le rapport à Jean-Luc Mélenchon. Petit soldat, si ça vous fait plaisir, à la rigueur, c'est une étiquette de plus que je veux bien accepter. En vérité, je vais vous dire les choses. Même. Vous êtes très admiratif. Mais ça tient à quoi ? Ça tient à quoi ? Ça tient au fait que moi, si vous voulez, vous l'avez dit, j'ai eu un parcours militant, notamment associatif. J'ai mis beaucoup de temps avant de m'engager en politique. Et la personne qui a fait le déclic après quasiment 10 ans d'intérêt pour la chose politique, c'est Jean-Luc Mélenchon. En 2006. Et c'est notamment le socle République, socialisme et écologie. Voilà, ce prisme-là m'a convenu. Et ce personnage m'a intéressé. Depuis, j'ai eu la chance, et j'estime qu'à l'échelle de ma vie, c'est une chance, d'être désormais l'un de ses compagnons de route les plus proches. Alors vous êtes plus que ça, vous êtes le numéro 2 du parti. Oui, alors numéro 2, ça c'est, y compris, je veux dire, nous on a écrit nulle part numéro 2, si vous voulez. En l'occurrence, la tâche qui m'a été confiée, celle que nous avons proposée avec Jean-Luc Mélenchon, et que les Insoumis d'ailleurs ont validé par un vote, je voudrais le rappeler aussi, parce que sinon derrière, on peut raconter tout et n'importe quoi, c'est de faire en sorte que ce mouvement qui, malgré tout, n'a que 3 ans, c'est-à-dire que dans le paysage politique, même si on a fait beaucoup de choses, je vous l'accorde, on est encore un objet neuf. Et c'est que ce mouvement puisse penser le temps long. C'est-à-dire on a été parfois, c'est vrai, toujours rattrapé par le calendrier électoral, que jusqu'à preuve du contraire, nous ne faisons pas. Et donc il y avait besoin d'une réorganisation. Ça s'appelle le rythme de la démocratie. Exactement. Il y avait besoin d'une réorganisation et nous le faisons. Maintenant, sur la suite, vous dire une chose. Personne, aucun acteur de la vie politique ne peut présager de ce que va être la situation en 2022.
ni le cadre des campagnes. Par contre, moi, je souhaite être utile à cela parce que je crois que nous avons des arguments solides à faire valoir. Notre projet politique, on peut être d'accord ou pas avec, mais moi, il me semble tout à fait adapté à la situation. Ce que je veux essayer de démontrer, si vous voulez, c'est qu'à l'épreuve des faits, la situation sur le climat, l'instabilité internationale que vos reportages montrent, les solutions que nous proposons, pour moi, sont raisonnables. Or, dans l'imaginaire collectif, la force politique à laquelle j'appartiens est souvent folklorisée, en quelque sorte. Moi, je pense que les raisonnables, c'est nous, et que les gens déraisonnables, c'est ceux qui sont aux manettes. Françoise Fressoz, puis Jeff Wittenberg. Ce qui frappe beaucoup dans votre intervention ce matin, c'est votre sérieux, votre calme, qui tranche quand même beaucoup avec le côté un peu irruptif de Jean-Luc Mélenchon, qui va aborder son procès jeudi et vendredi, et qui, au fond, transforme cet épisode en une guerre politique et une guerre juridique. Est-ce que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon a été débattue au sein du parti, et est-ce qu'elle ne pose pas de problème à certains ? Adrien Quatennens. D'abord, sur une chose, vous signifiez le contraste a priori entre ma manière de faire et celle de Jean-Luc Mélenchon. Bon, vous aura pas échappé que nous sommes quand même deux personnes différentes et qu'au sein de ce groupe parlementaire, vous avez des styles différents. Et moi, je crois que c'est plutôt utile en réalité. Moi, je salue la manière dont Jean-Luc Mélenchon s'y prend, lui le méditerranéen et lui avec finalement la gouaille qui est la sienne. Mais il y a beaucoup d'éruptifs quand même, hein, la France insoumise, plus oui, que mais des attendez, calmes je crois que vous pouvez pas dire que le style Mélenchon ressemble au style Ruffin, ressemble au style Quatennens, ressemble au style Mathilde Panot. Voilà. Non, mais Corbière, donc si vous voulez, non mais y compris d'ailleurs, il y a une chose intéressante. Dans un moment où on a besoin d'essayer de fédérer, de convaincre largement, voire des gens qui sont pas acquis à la cause, moi j'observe au quotidien le fait que cette différence dans la manière de faire et ces personnalités qui ont émergé et que Jean-Luc Mélenchon, s'il vous plaît, a contribué à faire émerger aussi, eh bien apporte aussi des résultats différents, je veux dire. Puisque vous en êtes le coordinateur, néanmoins, est-ce qu'il y a quand même des choses à changer dans ce parti ? Je rappelle que Charlotte Girard, une cadre très appréciée de la France Insoumise, qui était une amie même personnelle de Jean-Luc Mélenchon, s'en est éloignée avant l'été après avoir dénoncé un manque de démocratie interne. Est-ce qu'il y a quand même un problème dans le fonctionnement de votre parti que vous devez corriger et qui implique peut-être, sinon un retrait, mais au moins un léger éloignement de Jean-Luc Mélenchon. Quelle est votre réponse ? On reparlera après du procès politique parce que j'ai pas répondu sur le sujet. Sur le fonctionnement de l'élection. Sur le fonctionnement de la France Insoumise. Bon, je le disais, la France Insoumise est un objet encore neuf. Et parfois, oui, c'est vrai, on tâtonne, on essaye, et nous n'avons jamais prétendu être un objet parfait. D'ailleurs, je vous fais une concession. Le but, c'est pas d'avoir la maison la plus jolie, avec les charpentes les plus solides et la belle décoration. La démocratie interne. Mais le but de la construction d'un objet politique, et y compris quand je disais que le but c'est pas de faire un musée, c'est qu'un mouvement politique c'est un outil. Et l'objectif c'est qu'il soit aiguisé de telle manière qu'il est le plus adapté à une situation. Voilà. Mais il s'agit pas d'avoir un fétichisme pour ces outils. Et voilà. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, évidemment que alors que le mouvement a d'abord été pensé pour appuyer une candidature à la présidentielle, celle de Jean-Luc Mélenchon, pour concevoir un programme qui est vraiment un point d'appui conséquent compte tenu du travail qui a été fait, eh bien, il faut pouvoir penser aussi le temps long. Il y avait un tas de problèmes organisationnels, mais qui étaient déjà identifiés, et bien avant même que je me colle à la tâche qui est la mienne à cette heure. Et bien évidemment que parfois, y compris pour des raisons de calendrier électoral, ça a pu un peu traîner. Alors, on a entamé maintenant un processus qui permet aux insoumis sur les grandes faiblesses finalement d'organisation du mouvement que personne n'a effacé d'un trait de plume, de faire en sorte que l'on avance. Il y a un tas de choses qui ont été annoncées, des choses qui sont déjà en cours. Tout ça, ça va être le temps long. Je regrette d'ailleurs les départs que vous avez cités. Clémentine Autain aussi qui a ensuite, vous dire une chose, c'est que bon, moi, malgré tout, et sans relativiser ces départs qui sont regrettables, ce que j'observe, c'est que la France Insoumise aujourd'hui, en tant qu'objet, est en quelque sorte le grand réseau social de celles et ceux qui veulent voir l'avenir en commun venir aux portes du pouvoir. Et ce que je vois, c'est que alors que quelques départs ont été commentés, d'ailleurs des départs qui ont moins de poids que ceux que vous avez cités, parce que pour moi ils en ont, dans le même temps, moi je regardais les statistiques et vous avez des gens qui nous rejoignaient, et pas juste des gens qui venaient faire quelques clics. Ce sont des centaines de personnes qui chaque mois rejoignent nos groupes d'action et passent à l'action. Donc oui, dans un mouvement politique, il y a parfois des débats. D'ailleurs, observez que quand il n'y a pas de débat à la France Insoumise, vous dites décidément tout est verrouillé, il n'y a pas de débat. Et puis quand un débat apparaît au jour, il y a une crise interne. Mais c'est intéressant de savoir dans quel état est votre formation politique en cette rentrée politique, ici et maintenant, puisque vous devez mener la bataille politique et notamment aussi une riposte médiatique et judiciaire, sur ce puisque point, le procès commence jeudi et vendredi prochain. Ce que vous dites est extrêmement important. Ce que vous dites c'est important, c'est que si la France Insoumise n'avait pas une utilité particulière, si son discours n'était pas singulier dans le paysage politique, on se poserait la question.
Parce que finalement, à quoi bon faire ce que d'autres font? Si d'autres font très bien ce que nous faisons nous, pourquoi nous existons? Mais là, moi, je vous le dis, quand on parle de souveraineté populaire, quand on parle d'implication directe du peuple en politique, quand on parle de méthode de campagne qui vise à faire en sorte que le 1 sur 2 qui a coupé avec la vie politique se la réapproprie, je crois que c'est un discours singulier dans le paysage politique qui est fédérateur, raison pour laquelle nous sommes en ordre de bataille lors de cette rencontre. En ordre de bataille, mais ce qui est intéressant, c'est que vous nous dites votre passion pour la République depuis le début de l'émission. Or, les attaques de Jean-Luc Mélenchon et de certains dans votre camp contre l'une des institutions les plus importantes de la République, à savoir la justice, sont sidérantes. Et peu importe le jugement, l'opinion qu'on peut se faire de ce qui s'est joué autour de ces perquisitions. Non, pas du tout. Au contraire, vous dites que c'est sidérant. Non, c'est sidérant de voir l'attitude, parce que il y a un procès. On n'est pas du tout dans un tribunal ici. Il va y avoir un procès. Non. Vous allez pouvoir vous défendre. Nous, on regarde. Et comme ce qui est sidérant pour les citoyens que nous sommes, c'est de se dire: ah, mais la justice va si mal. Ah, la justice française est vraiment aux ordres. Ah, la justice française et bien sûr, est vous n'y croyez pas, mais dites-le. Politique. Non. Dites-le. Mais est-ce que vous y croyez? On est sidéré. Non. On va pas tous poser des questions en même temps. J'aimerais vous entendre, Adrien Quatennens. Comprenez le désarroi des citoyens lorsque des responsables politiques comme vous s'en prennent à une institution aussi fondamentale et importante que la justice. Expliquez-nous seulement ça. Très bien, mais parfait. Vous m'avez de toute façon invité pour une discussion entre gens raisonnables. Et je n'ai pas donné mon opinion. Donc, vous dire une chose. Ce qui est sidérant, pour moi, c'est justement l'état de délitement de la République, d'abord et avant tout. Et je vais vous dire une chose. Moi, le jour des perquisitions, le jour où cet événement a eu lieu, vous avez dit, le républicain que je suis, je vais vous dire, ce jour-là, le totem s'est un peu érodé, je dois vous le dire. Pas parce que c'est la France insoumise qui est visée, parce que si la situation se résumait à nous, bon. Mais là, je vois le climat général dans le pays, je vois que Emmanuel Macron exhorte la jeunesse du pays à, je le cite, rendre la vie impossible aux dirigeants politiques, mais que quand des jeunes non violents décrochent quelques portraits du président à 8,70 € dans une action qui est certes symbolique mais non violente, se retrouvent traînés devant les tribunaux. Quand je vois, laissez-moi terminer. Aussi. Oui, la République, ce sont des symboles, mais continuons alors dans ce cas, parce que si le poids des symboles est si important pour vous comme il l'est pour moi, qu'avez-vous à dire quand un procureur de la République ment pour protéger le président? C'est lui qui le déclare. Qu'avez-vous à dire quand le Premier ministre déclare à la seconde où le rapport de l'IGPN est publié qu'il n'y a pas de lien entre l'opération de police de Nantes et la mort de Steve Maia-Caniço? Non, mais restons sur les perquisitions et sur l'affaire qui vous concerne. Restons sur les perquisitions, Ali Badou, mais peut-être qu'en introduction aux perquisitions, c'est bien de dire qu'il y a un climat dans le pays qui est inquiétant. Vous en êtes d'accord ou pas? C'est mon avis. Moi, je crois que, justement, on ne confond pas tout. Je crois que, comme Emmanuel Macron... Non, tout est lié. La mort de Steve et les perquisitions à la France insoumise, c'est tout confondre, Adrien Quatennens, reconnaissez-le. Ali Badou, qui a mis un signe égal entre les deux faits? Pas moi. C'est vous qui avez fait le lien dans la même phrase entre les deux. Je vous explique un contexte politique particulier, qui est celui du fait que la brutalité est devenue un bruit de fond du macronisme parce qu'Emmanuel Macron s'attaque à l'identité même de notre pays. La France, on a dit, l'acte fondateur, c'est la République, 1789, et le Conseil national de la résistance. Et que vous soyez d'accord ou pas avec nos idées, quand vous attaquez cela, vous attaquez une part de ce qu'est notre pays. Voilà. Ensuite, venons au procès en question. Oui. Pourquoi, Ali Badou, disons-nous que c'est un procès politique? Parce que c'est pas de l'incantation. Quand Madame Belloubet vient sur vos plateaux pour dire la justice est indépendante, elle fait de l'incantation. Parce qu'elle sait, Madame Belloubet, que il y a une part de la justice dans ce pays qui, c'est vrai, est indépendante, mais pas toute. Et que le parquet, lui, ne l'est pas, par exemple. Pourquoi est-ce un procès politique? D'abord, s'il vous plaît, réinterrogeons le fait générateur des perquisitions. Pourquoi les perquisitions à la France insoumise ont-elles eu lieu? Est-ce que vous vous en souvenez? Il va y avoir un procès. Alors, pour l'instant, on ne sait pas, il y a des enquêtes préliminaires qui piétinent. Et d'ailleurs, le procès en correctionnel de Bobigny est une diversion pour faire oublier précisément que sur le fond de l'affaire, il n'y a rien. Mais et moi, je vous donne Et moi, je vous dis une chose, François Tressot. Moi, vous savez, j'use ma vie du matin au soir, sans m'économiser, avec beaucoup d'énergie, dans ce mouvement politique. Si on arrive à me faire la démonstration que ce mouvement politique a des choses sérieuses qui justifient de tels moyens déployés à se reprocher, alors je réfléchirai. Mais en réalité, quelle est la situation? Ce jour-là, sur la base de 2 dénonciations sans preuve, l'une de l'eurodéputée Sophie Montel du Front National, qui a livré en pâture 19 noms d'étiquettes politiques bien différentes, parmi lesquelles, et je ne leur souhaite pas le même sort que celui qui nous a été réservé, mais dans la même liste, le même fait générateur, vous avez Monsieur Annick Jadot des Verts, vous avez Madame Alliot-Marie. Pourquoi? Je vous pose la question, même si c'est pas votre rôle d'y répondre, mais en tout cas, vous me répondrez pas, mais je la sème comme une graine dans vos cerveaux. Pourquoi est-ce que sur les 19 noms qui ont été livrés en pâture, le seul
qui a le droit. Si, Jeff Wittenberg. Mais non, il y a eu des perquisitions au Modem, par exemple. Mais justement, votre argument tombe tout de suite parce que je vous explique. Dans le cas du Modem, dans le cas de Monsieur Bayrou, Madame de Sarnez, par exemple, ce n'est pas cette liste de dénonciations qui les a mis en cause. C'est le Parlement européen lui-même qui a mis en cause les pratiques de Sylvie Goulard, par exemple. Jean-Luc Mélenchon, Jeff Wittenberg, n'a jamais été mis en cause par le Parlement européen. Donc, sur la base d'une dénonciation, 1 sur 19 a droit à des perquisitions. J'alerte donc les 18 autres. Peut-être que demain matin à 6h, il va y avoir des centaines de perquisitions pour vous dans tout le pays. Je termine. L'autre fait générateur, c'est les comptes de campagne. Nos comptes de campagne, vous le savez, attendez, on n'est pas dans un tribunal, vous aurez l'occasion de faire valoir vous me sommez de faire valoir quelques arguments de défense, je vous les donne, et puis puisqu'en plus, l'opinion et les citoyens m'écoutent, mais je vais vous répondre là-dessus aussi. L'autre fait générateur, les comptes de campagne, vous le savez, ont été validés par la commission des comptes, et il y a eu un conflit interne dans cette commission qui a fait que derrière, ça a été saisi par la justice. Mais les comptes de campagne d'Emmanuel Macron, Jeff Wittenberg, ils ont été signalés eux aussi. Est-ce qu'il va y avoir un procès? Est-ce qu'il y a eu des perquisitions? Ah oui, il y a eu des perquisitions partout. Vous me l'apprenez. Il y a eu 115 perquisitions dans les proches d'Emmanuel Macron. Donc, s'il vous plaît, vous avez le droit de pas aimer Jean-Luc Mélenchon. Vous avez le droit de pas être d'accord avec lui. Non, mais pas de procès d'intention. Mais vous non plus. Adrien Quatennens, pas de procès d'intention. Mais il ne s'agit pas d'aimer ou de pas aimer. Je vais y compris moi baisser d'un ton pour pas que vous puissiez donner l'impression que c'est moi qui m'énerverai. Mais Ali Badou, quand vous posez la question en disant c'est absolument sidérant, que vous le vouliez ou pas, et les auditeurs en sont témoins, vous dites votre opinion. Et c'est votre droit. Je vous en fais pas le reproche. Parce qu'il est illégal, Adrien Quatennens, depuis une loi Taubira, il est illégal pour le garde des Sceaux de donner des instructions dans des affaires individuelles. Eh bien, information intéressante. Donc, ça, c'est la loi, c'est le fonctionnement de la République. Donc c'est très compliqué de dire qu'il y a une soumission des juges au pouvoir politique. Les journalistes ont déjà d'ailleurs bien fait leur travail. Quand Madame Belloubet est prise la main dans le sac par des journalistes d'avoir passé des consignes, ou plus exactement qu'il y a eu des consignes de passer sur la manière dont il fallait se préoccuper des gilets jaunes, à quelle heure fallait les faire sortir de garde à vue, ça crédite pas votre thèse, je vous le dis. Et par ailleurs, c'est la loi. Oui, d'accord. Et la Cour européenne des droits de l'homme, Ali Badou, a mis en cause l'indépendance du parquet. Vous le savez, je vous l'apprends pas. Donc, si vous voulez, c'est pas folklorique ce que je vous raconte. Et je pense que il y a eu un travail pendant 1 an journalistique, ça vous appartient, c'est votre domaine, c'est pas le mien. Il y a eu un travail journalistique qui a visé à faire en sorte que les seules images qu'on retienne, c'est quelques secondes de colère, la République c'est moi. Bon, ok, c'est rigolo, c'est bien. Et puis après, est-ce qu'il y a un travail de journaliste qui mérite de dire que nous n'avons pas voulu nous opposer aux perquisitions, que c'est rappelé, que d'ailleurs quand on arrive devant le siège, certains de nos homologues sont à l'intérieur et que la perquisition se passe très bien, que Jean-Luc Mélenchon lui-même, on le voit dans les images que vous allez décrire, je l'espère, dit « Messieurs, mesdames, nos militants, donnez leur tout, donnez leur tout, parce que nous n'avons rien à cacher, nous sommes des gens honnêtes. » Ali Badou, juste une chose. Je suis pas d'accord avec vous. Si on observe vraiment les 40 minutes d'images, on voit Jean-Luc Mélenchon à certains moments vociférer très fort, avec d'autres comme. D'accord. Donc on va faire le procès de la vocifération, c'est très bien. Comme Bastien Lachaud, comme Alexis Corbière qu'on voit aussi, comme Éric Coquerel. Ce qui est très frappant, c'est votre attitude à vous. Et j'ai envie de dire que si tout le monde avait eu votre attitude au moment de ces perquisitions, on n'en serait peut-être pas à dénoncer un procès politique, parce que vous êtes d'un calme absolu, vous êtes installé à une table, on sent que vous observez ce qui se passe, vous essayez de comprendre ce qui se passe. Là, vous êtes dans l'analyse presque psychanalytique des réactions. Je suis dans l'observation journalistique. Alors, dans la description des images, Ali Badou, dire aussi, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon était en colère. Oui, ça s'est vu. Une fois qu'on a dit ça, et même une fois que vous avez... Mais écoutez-moi, une fois qu'on a dit cela, et une fois même qu'on a passé des heures d'extraits d'images. Très bien, ok. Est-ce qu'on peut interroger le fait générateur? Est-ce qu'on peut interroger le 2 poids 2 mesures? Est-ce qu'on peut juste questionner sur le fait que, par exemple, dans l'affaire Benalla, monsieur Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, classé sans suite le 22 août pour le parquet, monsieur Patrick Stroda, classé sans suite le 22 août par le parquet. Les histoires n'ont peut-être rien à voir, mais j'interroge, et presque, je vous demande de faire un travail de journaliste là-dessus, si vous me permettez. N'y a-t-il pas dans ce pays un 2 poids 2 mesures, un usage de la justice et de la police à des fins politiques? Je pense que c'est une question qui mérite d'être posée à Ali Badou. Et on entend votre point de vue. Et surtout dire une chose, c'est que Jean-Luc Mélenchon, dans les images, le dit. Donnez leur tout, n'opposez aucune résistance. Faites votre... Oui, mais parce que madame, moi-même, quand ce matin-là, quand ce matin-là, j'arrive à Paris, le premier endroit où je me rends, c'est le domicile privé de Jean-Luc Mélenchon, qui est en cours de perquisition. Et la police sur place m'accueille tout à fait courtoisement.
bienvenue monsieur, il y a une perquisition en cours, mais ne m'oppose pas de résistance. Donc il n'y avait pas de raison en fait de nous empêcher d'accéder à ce local. Et Jean-Luc Mélenchon l'a dit, faites votre perquisition, mais vous la ferez pas sans qu'on puisse en être témoin. La thèse que vous défendez ce matin, selon laquelle il y a une justice politique en France, qu'il y a deux poids et deux mesures, selon laquelle, soyons précis, ce que j'ai dit, la thèse selon laquelle il y a un usage des moyens de police et de justice à des fins politiques en France. C'est précis ce que je raconte. Alors, monsieur Catenins, les procès à visée politique, la justice politique, ça vous l'avez dit, cette thèse-là n'est-elle pas contredite par la mise en examen cette semaine même de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, par les auditions de François Bayrou et Marielle de Sarnez, qui sont des amis du pouvoir? La justice n'est pas indépendante? Je suis pas complotiste quand j'explique les choses, mais je vous demande de comprendre que même si ça crée un climat qui permet de couper l'herbe sous le pied à l'argument selon lequel une justice d'exception nous serait réservée, dans les faits, et désolé, mais c'est assez technique, dans les faits, ça n'a rien à voir. Arrêtons-nous quelques secondes. Dans le cas de monsieur Ferrand, au départ, lorsque c'est le parquet, qui n'est pas une autorité indépendante, qui a eu à statuer sur l'affaire Ferrand, il y a eu un non-lieu. Et ensuite, il y a un juge d'instruction indépendant qui s'en mêle, ce que nous aurions d'ailleurs pu faire pour la France insoumise. Peut-être que les tensions auraient été moins importantes. C'est toujours la justice. Ok, mais néanmoins, vous voyez du coup que la justice, selon qu'elle soit du parquet ou d'un juge d'instruction indépendant, n'a pas les mêmes conclusions. Enfin, monsieur Bayrou, madame de Sarnez, je vous l'ai dit, ne font pas partie de cette liste de dénonciations sans preuve de l'eurodéputé Front National. Ils ont été mis en cause par le Parlement. Alors, ce qui leur arrive est peut-être aussi un piège. Je n'en sais rien, je connais pas leur pratique. Mais en tout cas, je sais que dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, lui, et contrairement à eux, n'a pas été mis en cause par le Parlement européen. Donc, s'il vous plaît, vous-même, dans un travail de journaliste conséquent, ne dites pas que tout se vaut, ne dites pas que tout est pareil au même. Ça n'est pas vrai. Voilà, je suis désolé de vous le dire. Françoise Fressoz. Quand on regarde la déclaration qui a été faite dans le JDD, qui a été signée par 200 personnalités et qui met en cause le lawfare, c'est-à-dire au fond la guerre juridique que certains États mèneraient contre leurs administrés, le texte dit le lawfare commence avec des dénonciations sans preuve, se prolonge dans d'obsédantes campagnes de dénigrement médiatique et oblige les cibles à d'interminables justifications sans objet, puis c'est la prison et les amendes. Le lawfare enferme les débats politiques dans les cours de justice. Pour finir, il fausse le déroulement des élections qui ne sont pas vraiment libres. Les exemples sont nombreux et dans le texte signé, notamment par Jean-Luc Mélenchon et Lula, est cité le cas de la France. Est-ce que vous êtes vraiment en sympathie avec cet appel ? Alors, non seulement je suis en sympathie, vous me donnez l'occasion d'une page de publicité, j'appelle tous les citoyennes et les citoyens qui nous écoutent à se rendre sur le site lawfare.fr, à se faire un avis sur la question et si possible à signer la pétition qui a recueilli plus de 10 000 signatures et qui est un texte signé à travers le monde dans 5 continents. Il ne s'agit pas dans ce texte non plus, et c'est une erreur de votre part de lecture si c'est comme ça que vous l'avez compris, de mettre un signe égal entre les différents pays, entre les différents systèmes judiciaires et entre les différents cas. C'est ce que fait ce matin Jean-Luc Mélenchon dans le JDD. Citons en Europe, le français Jean-Luc Mélenchon poursuivi sans preuve et jugé pour rébellion. Madame Fressoz, on a beaucoup reproché cette semaine à Jean-Luc Mélenchon de se comparer à Lula, mais personne n'a interrogé Lula depuis sa prison pour savoir pourquoi lui, il estimait nécessaire de se comparer à Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il signe cette tribune. Donc je dis bien qu'il ne s'agit pas de mettre un signe égal entre tous ces faits, mais du point de vue des moyens, des objectifs visés et des procédures, il y a quelques éléments comparables. Et il y a des éléments troublants, je vous en cite un par exemple, qui mérite d'être interrogé. On a retrouvé une photo qui date a priori de 2018, où on voit dans le cadre d'un échange de bonnes pratiques, on se demande bien lesquelles, entre la justice brésilienne et la justice française, le procureur qui s'occupe de notre affaire, dans un échange de bonnes pratiques, avec le procureur brésilien, Sergio Moro, qui est celui qui a fait mettre Lula en prison, sur des faits de corruption qui, à cette heure, ne sont toujours pas prouvés, et qui, depuis, est devenu ministre de la Justice récompensé par le fasciste Bolsonaro. Alors écoutez, bon, ça mérite d'être en tout cas interrogé, creusé. Ensuite, dire une chose, dans le lawfare, il y a aussi une autre conséquence, c'est que le jour des perquisitions, c'est le jour d'un remaniement ministériel. Qu'il y ait calcul ou pas, c'est même pas mon sujet. Le fait est que ce jour-là, nous avons été paralysés dans notre capacité en tant qu'opposition à apprécier politiquement ce remaniement. De la même manière, il est 12h43, je suis invité jusque 13h et nous n'avons toujours pas parlé. Non. Merci de faire la transition. Et nous n'avons toujours pas parlé en 45 minutes des retraites, d'ADP et du reste. Alors après, on dit ah oui, mais c'est vous voulez pas en parler. Si, d'ailleurs cette semaine on a. Voilà. Adrien Quatennens, d'abord, ce n'est pas vous qui faites l'agenda. 2, c'est intéressant. 2, c'est quand vous menez la riposte sur le terrain judiciaire. Tout le monde a compris que c'était vous le chef ici. Il n'y a pas de problème. Soyez rassurés. Je ne prétends pas prendre votre place. Est-ce que je peux poser encore une question? Oui, et ensuite on va passer effectivement à la question des retraites. En tout cas, on a compris l'état d'esprit dans
dans lequel vous étiez. Est-ce que malgré tout, c'est la bonne stratégie pour aborder ce procès ? Écoutez, est-ce que tout le monde est d'accord au sein de la France Insoumise pour aborder ce procès ? Je le crois, et vous le verrez dans le soutien que nous aurons, qu'auront ceux qui sont mis en cause. Mais attendez, si nous disons que c'est un procès politique et que le dire n'est pas un effet de rhétorique mais argumenté, et je vous ai pas entendu, excusez-moi pour l'instant, me donner des contre-arguments solides, mais bon, on a encore le temps. Si c'est un procès politique, on peut pas faire autrement que de politiser les choses. Enfin, si nous étions sûrs que tout cela était absolument normal, on regarde nos baskets et puis on se tait, et puis on y va si possible sans faire trop de bruit. Mais là, nous considérons que tout cela, c'est de la politique. Donc nous faisons quoi ? De la politique. Et donc vous balancez des informations sur Nicole Belloubet, les informations que donne ce matin dans le JDD Jean-Luc Mélenchon, où il dénonce un certain nombre d'appartements qu'elle pourrait avoir à Paris. Vous avez des informations ? Vous pouvez préciser ce que dit Jean-Luc Mélenchon ? Pour le coup, je suis pas bien au courant de cette affaire. Par contre, ce que je vois, et d'ailleurs plusieurs avocats le disent, c'est que il n'est pas sérieux de considérer que Madame Belloubet ne pouvait être au courant d'un tel déploiement de force contre une opposition politique, et de rappeler que le parquet, et j'apprécie même pas cette situation politiquement, l'indépendance du parquet, c'est même pas mon sujet. Je dis, et c'est connu, et la Cour européenne des droits de l'homme l'a rappelé, en France, le parquet n'est pas indépendant. Donc quand Madame Belloubet nous dit « je ne donne aucune instruction et la justice est strictement indépendante », c'est pas la question de charisme. Ce matin, vous dites Madame Belloubet n'est pas claire sur ses appartements à Paris. Est-ce que vous avez des informations ? Pour le coup, je ne sais pas. Interroger pour le coup Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai pas d'informations, mais je pense que s'il s'autorise à en parler, c'est qu'il y a des éléments. Écoutez, Nicole Belloubet, que tout le monde comprenne de quoi il s'agit, parce que tout le monde n'a pas lu le JDD. Voici ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Après, on peut passer au reste. Exactement. Je cite Jean-Luc Mélenchon. Une hypothèse à propos de Nicole Belloubet. Les oublis fâcheux dans sa déclaration de patrimoine, cette maison de 184 mètres carrés dans l'Aveyron et ses 2 appartements à Paris de 61 et 32 mètres carrés, soit une valeur de plus de 330 000 euros. Pour l'instant, elle n'a pas eu de signalement, mais elle sait ce qui est arrivé à ses prédécesseurs. Elle a peur de ce qui pourrait se passer quand elle quittera le ministère. Fin de citation. Chacun se fera son opinion. De toute façon, nous n'avons pas d'éléments pour juger. J'ai pas plus d'éléments, mais ce que vous avez lu est assez clair. C'est assez... C'est de la délation ? Mais en l'occurrence, si Nicole Belloubet a des choses à se reprocher, moi, je suis pas là pour le dire. J'ai aucune appréciation sur ces faits. Mais encore une fois, vous n'êtes pas sur le fond de vos dossiers. Vous êtes quand même en train de contre-attaquer la grande question qui devrait vous intéresser. Mais bon, je regrette que ce soit pas le cas. Et puis surtout, c'est est-ce qu'il y a un 2 poids 2 mesures ou pas ? Et puis dire une chose aussi. Là, je suis avec vous pendant un temps conséquent et je vous remercie de me permettre de m'exprimer longuement sur le sujet. Merci à vous d'être venu. Mais en l'occurrence, notre capacité de riposte dans le cadre de ce procès, je vous le dis, elle est sans commune mesure avec tout ce qui a été fait contre nous depuis un an. Je veux dire, rien ne suffira à rétablir dans l'opinion notre intégrité en quelque sorte dans cette situation. Bah non, si vous voulez. Est-ce que moi qui suis présent sur votre antenne 1 heure, ça pèse autant que un générique d'une émission où on voit Jean-Luc Mélenchon avec les yeux hors des trous. C'est la principale émission politique de France, très bien. Mais politique. Donc Ali Badou, et il y a autant de personnes qui nous écoutent que de gens qui regardent l'émission dont vous parlez. Ali Badou, en tout cas, c'est une appréciation politique. Vous savez, il y a un éditorialiste célèbre d'une chaîne politique qui a une fois théorisé dans le journal dans lequel il écrit le fait qu'il estimait que les éditorialistes politiques avaient plus d'influence sur l'opinion que les politiques eux-mêmes. Je suis d'accord avec lui. Ils doivent être heureux, les éditorialistes politiques, de se voir reconnaître autant de pouvoir. Vous voyez, Françoise, votre influence dans le métier. On passe aux retraites et effectivement, puisque c'est la grande mobilisation qui se prépare, il y a eu la grève de la RATP suivie très massivement. Il va y avoir d'autres mouvements qui sont prévus dans d'autres secteurs. Et Jeff, vous vouliez attirer l'attention sur ceux dont on parle assez peu finalement, mais qui sont tout aussi concernés. On a parlé des régimes spéciaux, notamment des conducteurs de la RATP vendredi qui ont suivi une grève massive. Est-ce que vous soutenez un autre mouvement, celui notamment des professions libérales qui vont manifester demain ? Il y a par exemple les avocats qui se plaignent de aujourd'hui participer au pot commun à hauteur de 80 millions d'euros au régime général et qui demain vont devoir cotiser plus pour toucher moins. Est-ce que vous êtes au courant de ce dossier ? Oui. Alors, et est-ce que vous les soutenez ? Je vous réponds, Wittenberg. Je soutiens toutes celles et ceux qui vont s'employer à lutter contre cette réforme des retraites. Mais je mets en garde dans la manière dont on va entreprendre cette lutte. C'est qu'il y a un piège dans lequel il ne faudrait pas tomber. C'est la sectorisation de la lutte, où chacun défend ses intérêts particuliers. C'est pas le sujet, pour une raison très simple que je vais vous expliciter. C'est que le gouvernement peut mettre tout le papier d'emballage qu'il veut dans la technicité de la réforme. On connaît la méthode, ça commence toujours par un beau discours avec les louanges au système de répartition qu'on va maintenir, etc. Mais le cœur de l'affaire, quel est-il ? Et il est résumable en très peu de mots. C'est qu'Emmanuel Macron a choisi qu'il n'y aurait pas plus de ressources allouées au financement des retraites. C'est un fait. En gros, ça va être gelé à 14% du PIB.
On sait, c'est déjà pas mal, non ? On sait, alors on peut en parler après, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais en tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir plus de retraités. Mécaniquement, il va y avoir un vieillissement de la population. On sait d'ailleurs que d'ici à 2050, ce sont des millions de personnes de plus de 65 ans qu'il va y avoir. Donc, résumons les choses. La réforme des retraites va viser, quoi qu'on en pense, à faire en sorte que, alors qu'on sera toujours plus nombreux à table, le gâteau ne soit pas plus gros. Conclusion que tout le monde peut comprendre sans faire de grandes études techniques sur le cas particulier de la réforme, et moi j'y travaille, on peut en parler si vous voulez, c'est que tout le monde va être perdant d'abord, et qu'il va falloir travailler mécaniquement beaucoup plus longtemps. Moi je mets au défi depuis ce micro Emmanuel Macron et son envoyé spécial Jean-Paul Delevoye de nous faire la démonstration que tout le monde ne sera pas perdant. Parce que s'il devait y avoir des gagnants dans l'affaire, compte tenu du travail qu'on mène, y compris avec nos experts sur le sujet, que des collectifs citoyens ont fait, s'il devait y avoir des gagnants, ils ne seront que temporaire et très anecdotique. La vérité, c'est qu'il va falloir travailler beaucoup plus longtemps pour avoir le même niveau de pension. Mais Emmanuel Macron, il a pensé à tout. Emmanuel Macron, il a pensé à tout. C'est que dans la loi Pacte qui a été votée à l'Assemblée nationale, il encourage les systèmes de retraite par capitalisation. Donc ils peuvent faire de beaux discours en disant on va maintenir le beau modèle français par répartition. Mais tout va être fait pour qu'en réalité les Français, s'ils veulent pas devoir travailler jusqu'à un âge qui n'est franchement pas raisonnable de travailler. Je sais pas si vous avez envie de monter dans un. Je sais pas si est-ce que vous auriez envie de monter dans un avion par exemple, piloté par quelqu'un de 68 ans. Moi, je suis pas sûr que ce soit très raisonnable. Oui, mais est-ce que vous êtes crédible quand vous demandez de revenir à une retraite à 60 ans ? Alors oui, que vous-même, vous venez de dire qu'il y aura de plus en plus de retraités et il y aura de moins en moins d'actifs pour les payer. Oui, bien sûr. D'abord, sur les régimes spéciaux, moi, je vais éviter aucune des questions. Celle de Jeff Wittenberg est intéressante parce que les régimes spéciaux, en l'occurrence, participent de cette idée de sectorisation et d'opposition des Français les uns entre les autres. Regardez la RATP. La RATP, je vais vous répondre. Il y a une grève massive de la RATP. C'est les titres, c'est prise en otage. Mais la vérité, c'est il y a eu des titres, pas vous. Moi, je les ai pas vus et je les ai pas entendus sur France Inter. Vous vérifierez. Pas sur France Inter. Sur les antennes de France je vous assure qu'il y a des chaînes, en l'occurrence chaînes privées, je vous l'accorde, qu'on dit prise en otage. Mais alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que même les usagers qu'on galérait ce vendredi vont être eux aussi concernés. Et donc ce qu'il faut faire encore une fois, c'est ce que je théorisais au début de l'émission, c'est la jonction entre des secteurs qui sont parcellés et il faut mener la lutte différemment. C'est ça que j'appelle de mes vœux. Mais donc les régimes spéciaux, Jeff Wittenberg, c'est 42 régimes. On dit 42 pour dire c'est énorme. C'est 3% de la population qui est concernée. Donc c'est d'abord et avant tout, le fait de dire aux Français jalousez-vous entre vous. Mais la vérité c'est quoi ? Quand Édouard Philippe au 20h dit il n'est pas normal dans ce pays que le chauffeur de bus de Bordeaux, du Havre, etc. soit traité à une autre enseigne que le chauffeur de la RATP, on comprend bien que son intention n'est pas d'aligner Bordeaux, le Havre et les autres sur le régime de la RATP, mais de dire à ceux qui ont les régimes les plus avantageux, vous allez par contre... Et qui sont justifiés, donc. Mais alors, il y a des régimes qui sont justifiés. Moi, ce que je préférais, c'est pourquoi pas, on arrive à ce qu'il n'y ait plus de régimes spéciaux, mais que le cas général soit plutôt vers les régimes spéciaux que vers le fait de manger la terre comme on se prépare à le faire avec cette réforme. Françoise Fressoz. Vous avez raison sur un fait, c'est qu'au fond, le gouvernement ne veut pas mettre davantage dans le financement des retraites. Après, il faut que je réponde sur comment on ferait nous. Les Français veulent plus payer, veulent plus augmenter l'impôt, ni les cotisations. Mais à partir de ce moment-là, 42 régimes spécifiques, c'est que certains partent beaucoup plus tôt, d'autres touchent beaucoup plus. Pour, au fond, un travail d'une même pénibilité. Est-ce que c'est quand même pas plus juste, idéalement, de dire, au fond, on aligne un peu tout le monde sur le même régime et c'est plus transparent et au fond il y aura moins de jalousie aussi entre les Français si on fait en sorte que tout le monde sache que... Ce que vous décrivez là, le fait de dire il faut que ça soit finalement un régime commun à tous, c'est la logique universelle que défend ce gouvernement et ils ont des arguments pour ça. Je vous mets juste en garde. Quand on dit par exemple, c'est très technique, mais la réforme des retraites va se faire par points. Ça veut dire en gros... pour schématiser, tout le monde partirait d'une même ligne de départ et cumulerait des points dans sa besace qu'en fin de carrière, vous transformez en pension. Mais ça veut dire que vous cotisez sans savoir quelle va être votre pension derrière, parce que la valeur du point peut être modifiée en cours de parcours. Et on n'a toujours pas d'ailleurs d'informations là-dessus. Par contre, on sait une chose, c'est que M. Delevoye a émis une hypothèse. Il nous dit, la valeur du point, elle pourrait être fonction de l'espérance de vie de la génération en cours. Mais est-ce que c'est égalitaire, ça ? Au sein d'une même génération, réfléchissons un instant, vous avez des inégalités. Vous savez que par exemple, dans ce pays, que vous soyez cadre ou ouvrier, vous avez jusqu'à 6 années d'écart d'espérance de vie. Entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres de ce pays, c'est 13 années d'écart d'espérance de vie. Mais un jeune d'aujourd'hui ne sait pas du tout quelle pension il touchera non plus. Mais vous avez raison pour laquelle moi je pense que, et nous allons faire un contrôle. Même vous ne le savez pas, on va faire si, nous allons faire. Mais c'est terrible ça de voir que
la confiance dans le système, du coup, est mise à mal. Bien sûr. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis assez estomaqué de voir que, quand on écoute ceux qui nous parlent de cette réforme, presque on devrait être déçu du fait que l'espérance de vie augmente. Mais non, c'est un progrès formidable. Et l'espérance de vie dans notre pays, si elle a augmenté, ça n'est pas que pour ça, mais c'est notamment parce que la durée du temps de travail a reculé. Réfléchissez un instant. C'est quand le travail a diminué dans la semaine et dans la vie que l'espérance de vie a augmenté. Et puis, j'interroge aussi économiquement. C'est presque une question philosophique, mais si nous produisons aujourd'hui beaucoup plus vite qu'avant, si un salarié français d'aujourd'hui, avec les moyens dont il dispose, produit 3 fois plus que dans les années 70, à quoi bon travailler plus longtemps que le temps nécessaire à produire ce dont nous avons besoin? À payer les retraites. Oui, mais alors venons-y à payer les retraites, comme ça je réponds à votre question en même temps. Moi je pense qu'on va présenter un contre-projet avec la France Insoumise. L'axe principal de ce contre-projet, à mon avis, c'est en discussion, ça doit être de maintenir le niveau de vie entre la période d'activité et la période de retraite. Il ne faut pas que quand vous arrivez à l'âge de la retraite, ça soit une dégringolade dans votre niveau de vie. Comment on finance? Bien, il y a plusieurs hypothèses faciles. Moi je pense qu'on doit garder la liberté de partir à 60 ans. Comment on fait? Dans ce pays, par exemple, il y a une inégalité persistante entre le salaire des femmes et des hommes qui est de l'ordre de 20%. Si vous la solutionnez, vous avez des cotisations en plus qui peuvent financer le système de retraite. On pourrait élargir l'assiette des cotisations. On pourrait mettre, pourquoi pas, Jeff Wittenberg, à contribution les revenus financiers des entreprises qui ne cotisent pas tous. Et vous voyez bien aussi que ce pays est devenu, en quelque sorte, le pays champion du monde des dividendes vers ses actionnaires, celui où un salarié français travaille 45 jours par an pour les rémunérer, alors que c'était 9 jours par an dans les années 80. La question du financement des retraites, c'est aussi la question centrale de la répartition de la valeur. Et vous allez avoir l'occasion de présenter les documents. Et comme à chaque fois, Ali Badou, parce que nous sommes une force de proposition et pas dans l'opposition, nous aurons des propositions solides à faire et à mettre en discussion. ADP, c'est l'un des sujets qui est en discussion, notamment à la fête de l'UMA, puisqu'il y a des concerts, il y a l'ambiance, et puis il y a aussi du fond, le débat auquel vous allez participer, et donc une mobilisation contre la privatisation d'ADP. Qu'est-ce que le député que vous êtes pense du processus en cours? Est-ce qu'il faudrait l'interrompre avant d'avoir atteint les 4,7 millions de soutiens requis? Autrement dit, faut-il suivre la Constitution ou faut-il imposer politiquement à Emmanuel Macron de prendre en compte le million et quelques de personnes qui ont déjà signé? Emmanuel Macron, vous le savez, il s'est prononcé, lui. Et il a dit que dans le cadre de la réforme de la Constitution qu'il envisage, il souhaiterait que dans le cadre de ce référendum d'initiative partagée, le seuil de signature soit 1 million. Oui, mais si on atteint le million, ce qui va se faire dans les prochaines semaines, je le souhaite, en tout cas on y concourt avec beaucoup d'énergie, si on atteint ce million, on pourra dire à Emmanuel Macron, vous souhaitez que ce soit ce million, c'est la première fois que la procédure est utilisée, peut-être ça mérite d'être regardé. Vous savez, collecter 4,7 millions de signatures par ailleurs, moi je suis opposé à cette privatisation pour plein d'arguments, j'y reviendrai pas, mais pour des raisons écologiques, des raisons économiques, rien ne les justifie, il y a le précédent des autoroutes, mais récolter 4,7 millions de signatures. On en est à 728 000 aujourd'hui, c'est le comptage de vendredi. Je pensais qu'on avait dépassé le million, c'est pas encore le cas. Récolter 4,7 millions de signatures, ça n'est pas récolter 4,7 millions de signatures d'opposants à la privatisation. Vous avez des gens qui ne sont pas hostiles, comme moi c'est mon cas, à la privatisation. Moi je suis hostile à cela, mais il y a des gens qui sont d'accord pour que la question centrale soit qui décide et pourquoi faire. Et qu'un débat doit pouvoir être organisé. Et d'ailleurs, on pourrait espérer que sur le service public, il y ait des informations plus conséquentes sur la procédure. Le grand débat, on en a beaucoup entendu parler. Écoutez France Inter, Adrien Quatennens. Des publicités à la télé, en tout cas, faites signer autour de vous. Et quand vous faites des apéros chez vous, avant de servir le verre, il faut signer pour ADP. Allez, 2 fois de la publicité au cours bon de l'émission. Débat, bonne fête de l'UMA. Le programme Youssou N'Dour et Kassav sur scène, sur la grande scène. Vous avez de la chance si vous y assistez. Merci Adrien Quatennens d'avoir été notre invité.